En 2017, le groupe Anonymous Global a publié une vidéo qui avait fait énormément parler d'elle. Dans cette dernière, le collectif affirmait que la NASA était sur le point d'annoncer la découverte d'une forme de vie intelligente extraterrestre. Publication prise au sérieux par bon nombre de personnes, surtout quand l'on considère l'intérêt que porte ce sujet au sein de la communauté. Cela dit, qui se cache réellement derrière Anonymous Global et pourquoi leurs propos ont-ils fait autant jaser la toile? S'agissait-il d'une information exacte ou de spéculation? Découvrons tout ça ensemble. Qui est Anonymous Global? En se basant sur la description faite sur leur chaîne YouTube, Anonymous Global ne serait donc pas en réalité un groupe, une organisation ou encore moins un collectif officiel. Il s'agirait plutôt d'une idée partagée ou d'un concept si l'on préfère. Tout le monde pourrait ainsi devenir Anonymous. Le tout serait juste de rester dans l'anonymat et de mener des actions dans un but particulier. C'est bien beau tout ça, mais quand on est connu mondialement comme étant l'un des plus célèbres groupes d'activistes, difficile de passer pour les gentils. D'après le New Yorker, ce serait même le groupe de piratage non gouvernemental le plus puissant de tous. Cela dit, comment le groupe s'est-il créé? Les origines d'Anonymous. Pour commencer, il serait important de savoir ce que signifie le mot activiste. En effet, ce mot provient de la combinaison entre hacker et activiste. Cela met donc clairement en avant l'objectif du groupe qui est d'utiliser des moyens informatiques pour arriver à leur fin. Ceci pour des causes spécifiques. Tels qu'ils se décrivent eux-mêmes, ce sont des activistes. Ainsi, ce réseau d'activistes, vaguement organisé, doit ses origines au forum en ligne basé sur l'image 4chan, qui a été créé en 2003 et utilisé à l'échelle internationale. Le nom Anonymous tire son inspiration de l'anonymat perçu sous lequel les utilisateurs publiaient sur 4chan. Deux caractéristiques principales, notamment le masque de Guy Fawkes qu'il porte en public et l'image de l'homme sans tête symbolisent le collectif. Les Anonymous impliqués dans tout. En 2008, le collectif a connu sa première grande mobilisation intitulée Project Chanology, après que l'église de Scientology ait retiré une vidéo de Tom Cruise qui vantait leur religion sur internet mais la présentait négativement. Anonymous a réagi en postant une vidéo sur YouTube intitulée Message à la Scientology, exprimant son désir de déterminer le niveau de dangerosité de cette organisation et de dénoncer la violation de la liberté d'expression résultant du retrait de la vidéo de Tom Cruise. Ainsi, avec des manifestations devant les églises de Scientology et des multiples vidéos publiées, le groupe a renforcé son pouvoir et sa détermination dans le cadre de ce premier projet. Depuis ce passage, le collectif d'activistes s'est impliqué dans bon nombre de causes, allant d'Occupy Wall Street à la fusillade de Michael Brown. Cependant, la réputation du groupe a réellement commencé par prendre un coup lorsqu'ils ont été accusés par les médias de cyberattaques contre les gouvernements et les entreprises. Des accusations qui ont bien évidemment joué sur leur notoriété. Ainsi, même si le collectif est reconnu pour son action dans la lutte contre les cyber-djihadistes et pour ses efforts des représailles contre les attentats terroristes contre le journal Charlie Hebdo, nos amis les activistes portent désormais la casquette des super méchants. Anonymous est donc resté dans l'ombre pendant une longue période, jusqu'à revenir en 2017 avec la publication d'une vidéo venue de nulle part qui a complètement fait les ragots du web. Les Anonymous affirment que la NASA aurait découvert des extraterrestres. Non, cette fois, il ne s'agit pas d'attaques contre des groupements politiques, de manifestations contre l'église de Scientology ou encore de lutte contre le cyberterrorisme. Dans cette dernière vidéo, le collectif fait une annonce des plus inhabituelles. Ils sont persuadés que la NASA possède des preuves de vie extraterrestre. En regardant la vidéo de 12 minutes, on y voit tout de suite le narrateur, un personnage portant le masque de Guy Fawkes, caractéristique propre des Anonymous, qui s'exprime d'une voix synthétisée en disant que l'humanité est sur le point de découvrir l'existence de vie extraterrestre. Il s'appuie ainsi sur les propos de l'astrophysicien Thomas Zurbuchen, un porte-parole de la NASA, qui avait déclaré durant une récente audition du Comité pour les sciences que la civilisation humaine est sur le point de faire l'une des découvertes les plus profondes de l'histoire, compte tenu de toutes les activités et missions de chasse à la vie extraterrestre. Ainsi, le scientifique aurait mentionné la découverte d'hydrogène sur une lune de Saturne, Encelade, sans oublier les observations prometteuses de l'océan présent sur la lune de Jupiter par le télescope spatial Hubble. D'après les astronomes, ces deux mondes présenteraient des caractéristiques favorables à la vie. M. Zurbuchen aurait également évoqué la planète Mars, qui abritait autrefois de l'eau liquide, ainsi que TRAPPIST-1, un système composé de 7 planètes rocheuses, dont certaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, c'est-à-dire une région où l'eau peut exister à l'état liquide. D'autre part, la vidéo aborde la découverte des 210 exoplanètes, dont 10 habitables, faites par le super télescope Kepler. Elle mentionne aussi que l'humanité aurait déjà établi un contact avec des êtres intelligents provenant de mondes extraterrestres. Il y en a beaucoup qui affirment qu'officieusement, l'humanité aurait déjà pris contact avec des aliens, et pas seulement des petits micro-organismes flottant dans de grands océans, mais des civilisations spatiales avancées, a affirmé le narrateur qui s'est emparé des écrits de Brian O'Leary, un ancien astronaute de la NASA qui a fondé avant de mourir en 2011 le New Energy Movement, dont l'objectif est la mise au point des machines carburant aux forces primales du cosmos. La
vidéo montre également des captures d'objets volants non identifiés retrouvés un peu partout dans le monde, le tout sur une musique de fond qui a de quoi angoisser. Cela dit, lorsque Thomas Zurbuchen affirmait avec toute cette activité dédiée à la recherche de la vie dans tant de domaines différents, voulait-il réellement sous-entendre par là que cette découverte a déjà été faite? Les points évoqués et les arguments apportés dans la vidéo sont bel et bien pertinents, mais peuvent-ils prouver les affirmations de nos chers activistes? Des spéculations et rien que des spéculations. Il devient de plus en plus difficile de totalement refouler l'existence d'une forme de vie intelligente ailleurs dans l'univers, surtout de par les différentes découvertes que font la NASA. Cependant, certains s'avancèrent peut-être un peu trop vite. Nous savons tous comment fonctionne Internet. Il suffit de quelques mensonges ou théories du complot pour construire un raz-de-marée. Cela dit, après tout cet engouement médiatique, la NASA a fini par intervenir afin de dissiper les spéculations sur le sujet. C'est lors d'un communiqué de la Planetary Science Division qu'elle a déclaré: malgré l'enthousiasme suscité par les dernières découvertes du télescope orbital Kepler, il n'y a aucune annonce de prévue concernant la vie extraterrestre. Le principal intéressé Thomas Zurbuchen a également réagi. Contrairement à certaines affirmations, il n'y a aucune annonce qui devrait être faite à propos d'une possible vie d'extraterrestre. Il a toutefois poursuivi en disant: sommes-nous seuls dans l'univers? Nous n'avons pas de réponse encore, mais les missions en cours pourraient bien nous aider à répondre à cette question fondamentale, a-t-il poursuivi. Anonymous sur le déclin? Anonymous n'a donc fait que l'objet de spéculations. Il est vrai que le collectif ait déjà livré des informations par le passé qui se sont révélées justes. Par conséquent, n'importe quel internaute pourrait être à l'origine de la vidéo. Il suffirait juste de quelques compétences en montage. Tiens, le narrateur de cette vidéo par exemple, qui semble avoir un faible pour les aliens. Ce dernier a d'ailleurs republié quelques temps après une nouvelle vidéo sur les ovnis. Cela faisait bien longtemps que cette organisation avait disparu des radars. La vidéo a été partagée par une avalanche de médias et a été visionnée plus de 2 millions de fois. Alors, sommes-nous vraiment seuls? En tout cas, pour certains scientifiques, comme le célèbre astrophysicien Stephen Hawking, il est beaucoup plus probable que l'existence d'extraterrestres soit vraie. C'est dans une série de documentaires diffusés sur Discovery Channel que ce dernier affirmait: pour mon cerveau mathématique, les chiffres rendent à eux seuls le fait de penser aux extraterrestres parfaitement rationnel. Ceci pourrait vouloir dire que selon son raisonnement mathématique, penser à l'existence d'autres êtres vivants quelque part dans l'univers est parfaitement logique. Pour lui, la véritable difficulté réside plutôt dans le fait d'imaginer à quoi pourraient ressembler ces êtres supposés être doués d'intelligence. Il a également ajouté: si des extraterrestres nous rendent un jour visite, le résultat serait semblable à ce qui s'est passé avec Christophe Colomb quand il a découvert l'Amérique. Un résultat pas vraiment positif pour les populations locales. En attendant qu'ils nous surprennent, la NASA semble bien disposée à faire le premier pas. La NASA prédit une découverte d'extraterrestres pour 2025. Selon la NASA, nous ne tarderons pas à trouver des preuves de vie extraterrestre. Les scientifiques de l'agence spatiale sont convaincus que nous pourrions prouver, et ce, de manière formelle, l'existence d'une vie en dehors de la Terre bien avant la moitié du siècle en cours. Par conséquent, nous nous rapprocherions donc probablement de la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. La directrice de la division des sciences de la NASA, Hélène Stofan, a déclaré que des signes significatifs de vie extraterrestre pourraient être découverts dans les 10 prochaines années et qu'une preuve formelle pourrait être obtenue d'ici 20 à 30 ans. Elle est responsable des programmes de recherche liés à l'exploration scientifique de la Terre, du système solaire et de l'univers. Autour d'une table ronde sur la recherche de vie extraterrestre, cette dernière déclarait qu'en tout état de cause, nous disposons d'une technologie requise et que nous sommes proches de la mettre en œuvre. Elle confirme également que nous réalisons de bons progrès, car nous savons où et comment effectuer des recherches. Un optimiste bien partagé. Les propos de la directrice ont positivement marqué d'autres experts de la communauté spatiale qui n'ont pas hésité à la soutenir. Plusieurs médias américains ont relayé l'optimisme de cette dernière quant à la découverte de la vie extraterrestre. Un ancien astronaute de l'agence spatiale américaine, John Grunfeld, présent également autour de cette même table ronde, avait affirmé être convaincu que la grande rencontre était proche. Selon lui, la découverte de signes de vie dans notre système solaire est à portée de main. Il en va de même pour la détection de traces de vie sur une exoplanète, une multitude de planètes habitables dans l'univers. Les images prises par le télescope Kepler, qui se concentre principalement sur la découverte de planètes, ont montré qu'une majorité d'étoiles dans le ciel ont des planètes en orbite. Cependant, le fait que les planètes aient des conditions propices au développement de la vie extraterrestre ne signifie pas forcément qu'il est de la vie extraterrestre. La collecte de preuves concrètes est donc essentielle pour confirmer l'existence de vie ailleurs. Le télescope James Webb, lancé en 2018, aidera à étudier les atmosphères des exoplanètes et pourrait permettre d'accélérer les découvertes. La NASA se lance également à la poursuite d'OVNI. La NASA a affirmé qu'elle commencerait également par mener des enquêtes sur les signalements d'objets volants non identifiés. Nous avons les outils et le personnel nécessaires qui peuvent nous aider à améliorer notre compréhension de l'inconnu, a déclaré notre ami Thomas Zurbuchen pour justifier les raisons de cette prise de décision par l'agence spatiale américaine.
américaine. Il est clair que les États-Unis ne considèrent pas ces objets comme étant nécessairement des preuves d'une présence extraterrestre, mais plutôt que l'hypothèse ne peut être complètement écartée. Ainsi, l'élucidation du mystère des objets volants non identifiés sera désormais une des missions du responsable associé de la branche des missions scientifiques de la NASA. Avec l'aide du Pentagone et d'autres organismes qui sont déjà sur le coup depuis de nombreuses années, peut-être découvrirons-nous que ces engins appartiennent bel et bien à des formes de vie extraterrestres. Des recherches pour la sécurité nationale et aérienne. La NASA prévoit donc constituer une équipe parmi lesquelles figureront des professeurs, scientifiques, un océanographe, des astronomes, l'ancien astronaute de la NASA Scott Kelly, ainsi que la journaliste scientifique Nadia Drake. L'objectif visé sera donc d'analyser les signalements d'événements inexpliqués qui ne peuvent pas être attribués à des avions ou à des phénomènes naturels connus. Depuis de nombreuses années, l'armée américaine a recueilli des données sur des rencontres insolites signalées par ses pilotes, tels que des objets se déplaçant à des vitesses et de manière qui ne correspondent pas aux capacités actuelles de l'aviation. Les auteurs de ce rapport ont demandé des moyens additionnels pour étudier ces phénomènes, ce qui est désormais un fait accompli. L'étude est alignée sur l'un des objectifs de la NASA qui vise à garantir la sécurité des aéronefs, étant donné que les phénomènes aériens non identifiés suscitent un intérêt tant du point de vue de la sécurité nationale que de la sécurité aérienne. Des résultats prévus pour mai 2023. D'après Daniel Evans, responsable de la NASA chargé de coordonner l'étude en question, le rapport obtenu de cette étude sera partagé publiquement en accord avec les principes d'ouverture, de transparence et d'intégrité scientifique de l'organisation. La NASA considère sa responsabilité envers le public de manière très sérieuse et garantit que toutes les données collectées seront accessibles à quiconque pour être consultées et étudiées. Vivre seul dans l'univers est un fait assez difficile pour les scientifiques en général, en particulier les astronomes. C'est ennuyant de vivre seul dans un monde si vaste et de n'avoir aucune idée de l'existence ou non d'une autre espèce cachée dans les profondeurs de l'espace. Pour élucider la question, les théories n'ont cessé de naître et les scientifiques n'ont pas manqué de s'exprimer chacun à sa manière. Brian Cox, les extraterrestres de Mars y ont été apportés. Le professeur Brian Cox, célèbre scientifique et vulgarisateur britannique, a présenté une nouvelle théorie qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité dans le monde scientifique. Cette nouvelle théorie porte sur la façon dont la vie extraterrestre pourrait voyager à travers les planètes et les étoiles de l'espace. La recherche a été menée par des scientifiques aux États-Unis et elle vise à expliquer comment la vie extraterrestre peut se déplacer d'une planète à une autre. Cette théorie, qui porte le nom de panspermie, suggère que la vie pourrait être transférée d'une planète à une autre, soit par l'intermédiaire de l'homme, soit par le biais de météorites qui transportent des bactéries. Dans une vidéo récente de la BBC, le professeur Brian Cox a expliqué comment cette théorie de la panspermie pourrait aider à expliquer la présence de signes de vie sur les planètes de l'univers. Elle est très importante, car elle pourrait répondre à une question qui a préoccupé les scientifiques depuis des décennies. Y a-t-il une vie extraterrestre dans l'univers ? Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve concrète de l'existence d'extraterrestres sous la forme de monstres à 7 tentacules ou d'aliens changeant de forme. Mais cela ne veut pas dire que la vie extraterrestre n'existe pas sous un autre aspect. La panspermie est une théorie scientifique qui tente d'expliquer comment la vie a commencé sur une planète et si elle peut voyager dans l'univers et entre les planètes. Selon le professeur Cox, cette théorie a plus de crédibilité que les autres théories qui ont été proposées pour expliquer l'existence de la vie extraterrestre. Il pense que la vie existe dans tout l'univers et peut être transportée à travers l'espace d'un endroit à un autre. Les scientifiques des prestigieuses écoles du MIT et de Harvard travaille actuellement sur cette théorie selon laquelle une certaine forme de vie a été livrée à Mars par ce moyen. Selon l'hypothèse formulée, les micro-organismes tels que les bactéries au cours de millions d'années d'évolution ont été capables de se modifier afin de s'adapter à un vaste éventail de conditions. Il existerait deux façons de transférer la vie d'une planète à une autre. La première consiste en une expérience humaine, où l'on envoie des organismes vivants sur une autre planète pour voir s'ils peuvent y survivre et s'y reproduire. La deuxième méthode est plus naturelle et survient lorsque des météorites s'écrasent sur une planète, transportant avec elles des bactéries et d'autres formes de vie. À cet effet, il est intéressant de noter que quelques 313 météorites martiennes ont été retrouvées sur Terre, ce qui suggère que la vie pourrait être transférée d'une planète à l'autre de cette manière. La vie est incroyablement adaptable et les bactéries en particulier ont été capables de s'adapter à une grande variété de conditions. En fait, la plupart de nos connaissances sur la vie extraterrestre proviennent de fictions littéraires et cinématographiques. Cependant, l'exploration spatiale nous a permis de découvrir de plus en plus d'exoplanètes potentiellement habitables. La NASA a déclaré que plus nous trouvons d'exoplanètes, plus nous en apprenons sur les différents environnements qui pourraient potentiellement héberger la vie.
Mais même avec cette découverte, la NASA ne peut pas affirmer avec certitude que les extraterrestres existent ou non. Le célèbre astronome Carl Sagan a souligné que l'univers est immense et que si nous sommes les seuls êtres vivants, cela représente un gaspillage incroyable d'espace. Cette réflexion a stimulé le débat sur l'existence de la vie extraterrestre. L'un des éléments les plus intrigants à ce propos est le signal WOW, détecté en 1977 par des experts de l'Ohio. Bien que ce signal n'ait jamais été retrouvé, il a été considéré comme une preuve solide de la vie extraterrestre pendant un certain temps. Cependant, une théorie plus récente suggère que le signal pourrait provenir d'une comète. En ce qui concerne la planète Mars, il n'y a pas de preuve actuelle de vie sur la planète rouge. Des preuves indiquent que Mars ressemblait autrefois à la Terre avec une atmosphère similaire, des lacs et des océans. Mais aujourd'hui, la planète est extrêmement hostile à la vie en raison de la température glaciale et de la composition de son atmosphère. Le paradoxe de Fermi, une question existentielle qui a tout son sens. Au début des années 1950, Enrico Fermi, un physicien et lauréat du prix Nobel, a soulevé une question fascinante qui a depuis lors été connue sous le nom de paradoxe de Fermi. Il a remarqué que notre galaxie contient environ 200 milliards d'étoiles et que plusieurs centaines de milliards de planètes orbitent autour d'elle. En supposant que la vie puisse émerger sur une fraction même très minime de ces milliards de planètes, Fermi s'est demandé pourquoi nous n'avions pas encore été visités par de nombreuses civilisations extraterrestres. Si nous sommes capables d'explorer une fraction appréciable de la vitesse de la lumière les systèmes environnants, notre civilisation, comme d'autres civilisations avancées, pourrait potentiellement explorer une grande partie de la galaxie en moins d'1 million d'années. Une période qui représente à peine le 10 millième de l'âge de notre galaxie, la Voie lactée. Pourtant, notre planète n'a pas encore été visitée par une variété de formes de vie extraterrestres, même si les mathématiques suggèrent que cela aurait été probable. Il y a un point qui semble avoir été largement ignoré dans la discussion initiale de Fermi. Ce point concerne le temps que nous avons avant d'épuiser les ressources qui sont à notre disposition, que ce soit à l'échelle de notre planète Terre ou à l'échelle de l'univers observable. Selon une estimation raisonnable, si nous continuons à consommer et utiliser nos ressources au même taux de croissance de 2% par an, la durée d'épuisement des ressources de la Terre est de quelques centaines d'années. Cela représente une marge d'incertitude importante, mais la tendance est claire. Si nous ne changeons pas notre comportement de consommation, nous allons épuiser les ressources de notre planète dans un avenir relativement proche. Ce qui est plus surprenant, c'est que l'estimation pour l'univers observable tout entier est encore plus précise, entre 5000 et 6000 ans. Cela signifie que si notre civilisation continue de croître et de se développer au même rythme, nous aurions épuisé toutes les ressources à notre disposition dans un temps relativement court. Ce qui est étonnamment paradoxal, étant donné l'immensité de l'univers observable. Pour épuiser toutes les ressources de l'univers observable dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière, il faudrait en théorie plusieurs milliards d'années, à moins que de nombreuses civilisations expansionnistes soient à l'œuvre simultanément, ce qui est peu probable. En d'autres termes, une croissance de 2% par an, poursuivie pendant quelques millénaires, aura des conséquences dévastatrices pour notre planète et pour l'univers observable tout entier. Ce paradoxe apparent suggère que la durée de vie des civilisations technologiques avancées doit être limitée, soit par des facteurs internes, tels que l'épuisement des ressources ou les conflits internes, soit par des facteurs externes, tels que les catastrophes naturelles ou les invasions extraterrestres. Dans tous les cas, cela implique que les civilisations technologiques avancées sont rares et éphémères dans l'histoire de la galaxie. Si l'on examine l'histoire de l'humanité, il est difficile de ne pas remarquer la violence et l'instabilité qui ont marqué notre parcours. Nous avons été témoins de guerres, de conflits et de destructions massives, souvent causées par notre propre avidité et notre désir d'exploiter les ressources naturelles sans considération pour les conséquences à long terme. De plus, le taux d'extinction des espèces animales et végétales est actuellement alarmant, ce qui témoigne de notre impact négatif sur l'environnement. Le paradoxe de Fermi est donc peut-être résolu par cette idée que la vie elle-même est un accélérateur d'instabilité. Si les civilisations extraterrestres ont connu les mêmes défis que nous, il est possible qu'elles aient également succombé à l'instabilité et à l'autodestruction. Tout n'est pas perdu pour l'humanité. Nous n'avons pas encore épuisé toutes les ressources naturelles de la Terre et nous avons encore la possibilité de réagir en développant des stratégies pour faire face aux défis à venir. En particulier, les pays développés qui disposent de structures de recherche éprouvées ont un rôle clé à jouer dans le développement de nouvelles technologies qui pourraient aider à résoudre les problèmes actuels et futurs. Il est donc crucial que nous mettions en place des priorités pour le développement des activités de recherche et développement, car c'est seulement par cette voie que nous pourrons faire face aux défis à venir. Nous devons être créatifs et audacieux dans notre approche, afin de développer des technologies plus respectueuses de l'environnement et des lois naturelles qui régissent notre univers. Le défi qui se pose à nous est immense, mais il est encore possible de le relever. Nous devons travailler ensemble pour trouver des solutions à long terme qui nous permettront de continuer à avancer technologiquement tout en préservant notre planète et notre civilisation. Si nous réussissons, nous pourrons peut-être un jour explorer d'autres systèmes planétaires et démentir finalement le paradoxe de Fermi.
La théorie de la forêt sombre, une solution plutôt effrayante au paradoxe de Fermi. La question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers ou non continue d'être un sujet de débat pour les scientifiques et les amateurs de science-fiction. L'auteur chinois Cixin Liu a abordé cette question de manière élégante dans son livre The Dark Forest, qui est la deuxième partie de la trilogie Remembrance of Earth's Past. Le célèbre auteur de science-fiction Arthur C. Clarke a également exploré les réactions possibles de l'humanité à la présence ou à l'absence d'êtres extraterrestres dans l'univers. Selon lui, il n'y a que deux possibilités. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas, et les deux options sont tout aussi terrifiantes. Si nous étions seuls dans l'univers, cela pourrait être intimidant, car cela signifierait que notre civilisation est la seule forme de vie existante dans l'univers. Bien que cela nous donnerait la liberté d'explorer notre système solaire et de coloniser d'autres planètes, cela pourrait également indiquer que l'univers est inhospitalier à la vie et que toutes les civilisations qui ont existé à un moment et essayé de survivre ont finalement échoué. Cela pourrait signifier que notre survie est également en danger. D'un autre côté, si nous découvrions l'existence d'autres civilisations extraterrestres, cela pourrait apaiser nos craintes et indiquer que l'univers est un endroit favorable à la vie et à la survie des civilisations. Cependant, cela ne signifierait pas nécessairement que nous sommes à l'abri de toute hostilité ou de toute menace venant de ces civilisations. Pourrions être confrontés à des raids et des assauts de civilisations hostiles, tout comme les premiers explorateurs de la Terre. Cependant, au fil du temps, les nations de la Terre ont appris à coopérer et à travailler ensemble pour résoudre leurs différends. Des organismes internationaux comme les Nations Unies ont été créés pour accroître la compréhension et la coopération entre les nations et résoudre les conflits de manière pacifique. Si nous appliquons cette expérience à l'exploration de l'univers, il est possible qu'un jour, nous puissions avoir une fédération intergalactique qui agit comme l'ONU et qui favorise la paix et la coopération à travers tout l'univers. Mais malheureusement, selon la théorie de la forêt sombre, une telle fédération est peu probable. Cette théorie suppose que les civilisations avancées dans l'univers sont en conflit les unes avec les autres et qu'elles cherchent à détruire toute forme de vie émergente pour protéger leur propre existence. En conséquence, toute communication ou interaction avec des civilisations extraterrestres peut être dangereuse et même mortelle. Dans son livre La forêt noire, Cixin Liu présente la théorie de la sociologie cosmique pour expliquer les relations entre les civilisations cosmiques. Cette théorie repose sur deux axiomes fondamentaux. La survie est la nécessité primordiale de toute civilisation et la civilisation se développe en utilisant des ressources limitées dans un univers où la matière est constante. Le premier axiome est basé sur le principe de la survie du plus apte. Les civilisations feront tout ce qui est en leur pouvoir pour survivre, car la survie est leur motivation principale. Le deuxième axiome stipule que les civilisations cosmiques devront se battre pour les ressources limitées disponibles dans l'univers. Bien que ces axiomes puissent également s'appliquer aux civilisations et aux nations terrestres, deux hypothèses distinctes ont été formulées pour expliquer la situation unique de l'humanité sur Terre. La première hypothèse est celle des chaînes de suspicion. Toutes les civilisations extraterrestres peuvent être divisées en deux catégories, les bienveillantes et les malveillantes. Les civilisations malveillantes sont belliqueuses et attaqueront d'autres civilisations sans raison. Tandis que les civilisations bienveillantes ne sont pas des agresseurs et n'attaqueront pas d'autres civilisations sans raison. Cependant, si une civilisation bienveillante rencontre une autre civilisation nouvelle, elle pourrait être confrontée à un dilemme. Attaquer la civilisation nouvellement rencontrée pour se protéger ou attendre et voir si la civilisation nouvellement rencontrée est bienveillante ou malveillante. Le problème avec cette situation est que si la civilisation nouvellement rencontrée est elle-même bienveillante, elle pourrait être enclenchée dans une chaîne de suspicion sans fin. Cela peut se produire. Car en tant que civilisation bienveillante, il est important de protéger sa propre existence. Si la civilisation nouvellement rencontrée pense que la civilisation bienveillante est malveillante, elle pourrait attaquer la civilisation bienveillante, ce qui obligerait la civilisation bienveillante à se défendre, entraînant une spirale de suspicion et de violence. Sur Terre, ce problème est atténué par la vitesse relative de la communication et les similitudes culturelles et biologiques entre les nations. Les malentendus peuvent être rapidement résolus en envoyant une réponse rapide et la communication est devenue encore plus rapide avec l'avènement d'Internet. De plus, en tant qu'espèce commune, nous partageons des similitudes culturelles et biologiques qui nous permettent de nous comprendre. Face à des extraterrestres, on n'aura pas forcément une telle facilité de dialogue. Pour la deuxième théorie, imaginons que vous découvrez une civilisation malveillante qui doit être détruite, mais qui est technologiquement inférieure à la vôtre. Vous pourriez être tenté de les anéantir avec vos armes plus avancées, mais leur monde est trop éloigné pour être atteint en moins de 150 ans. Bien que vous ayez la technologie d'hibernation pour survivre pendant le voyage, il est possible que ces extraterrestres développent une technologie encore plus avancée, comme des canons laser avant votre arrivée. Cela peut sembler improbable, mais nous vivons dans une époque de progrès technologiques rapides, comme en témoigne l'évolution des calculatrices aux smartphones en seulement 2 siècles. Ainsi, selon ces deux hypothèses, vous ne pouvez pas les laisser vivre à cause de la chaîne de suspicion.
Mais vous ne pouvez pas non plus les attaquer ouvertement de peur de les voir devenir encore plus puissants technologiquement. C'est ce qu'on appelle la théorie de la forêt sombre. Dans l'univers, chaque civilisation est comme un chasseur silencieux et armé qui élimine quiconque croise son chemin sans révéler sa position, comme s'il se cachait dans une forêt sombre. Le paradoxe de Fermi, qui fait référence à la dissonance entre la forte probabilité de l'existence d'extraterrestres et l'absence de preuves concrètes de leur existence, peut être expliqué par cette théorie inquiétante. Selon elle, chaque civilisation attend silencieusement dans son propre système planétaire ou voyage discrètement en éliminant toute personne qu'elle rencontre, sans divulguer sa présence. Cette hypothèse peut sembler terrifiante lorsqu'on considère le silence étrange qui imprègne l'univers. Lorsqu'on aborde la question de l'univers, les débats ne manquent surtout pas d'action. Cela n'a toutefois pas empêché de nombreux scientifiques comme Enrico Fermi d'aborder le sujet. Mais qui est ce scientifique? Qu'affirme-t-il par rapport à l'univers et aux civilisations extraterrestres? De même, que pensent les autres scientifiques, Neil deGrasse Tyson, sur les théories émises par Fermi? Qui est Enrico Fermi? Né le 29 septembre 1901, Enrico Fermi est un physicien qui a la double nationalité italienne et américaine. Grâce aux nombreuses découvertes faites à travers ses recherches, il a posé les bases de l'énergie nucléaire. C'est l'un des nobles lauréats du prix Nobel de la physique au cours de l'année 1938. Il est en effet parvenu à démontrer l'existence d'un tout nouvel élément radioactif issu des bombardements de neutrons. Mais en plus de cela, il a également découvert les réactions nucléaires qui sont provoquées par les neutrons lents et a été, 1942, un lauréat de la médaille Hughes. En 1947, il a acquis la médaille Franklin, puis le prix Rumford durant les années 1953. Enrico est le fils d'Alberto Fermi, un inspecteur en chef qui exerçait au ministère de Communication, et d'Ida de Gattis, une enseignante au niveau de l'école élémentaire. Il est le dernier né d'une famille de 3 enfants avec Marie, sa sœur, et son frère Giulio. Depuis son jeune âge, Enrico a très vite fait preuve d'une mémoire très exceptionnelle, complétée par sa grande intelligence, lui ont permis d'exceller très rapidement dans ses études. Au cours de son enfance, de nombreuses personnes affirment qu'il était inséparable de son grand frère qui meurt malheureusement en 1915. Le drame est survenu alors qu'il subissait une opération qui devrait lui ôter un abcès situé au niveau de la gorge. Dans le but de surmonter la douleur intérieure qui l'anime, le jeune Enrico va se dévouer corps et âme à la physique. Vu qu'il est un bon élève, il finit également par trouver sa passion pour les mathématiques, ce qui le pousse à acheter des ouvrages ayant trait à la mécanique, l'astronomie, l'optique et enfin l'acoustique. Il bénéficie également de la précieuse aide de l'ingénieur Adolfo Amidei, un ami proche de son père. En effet, ce dernier a découvert ses qualités et s'est attelé à lui offrir régulièrement des livres de mathématiques en vue de l'aider. Fermi acquiert très tôt une maîtrise poussée de la géométrie analytique, du calcul infinitésimal, de la géométrie projective et de la mécanique rationnelle. Dès le mois d'octobre de l'année 1908, il entre à l'université de Pise de l'école normale supérieure de Pise. Comme il l'a toujours fait, il a continué à étudier seul les problèmes liés à la physique et les mathématiques, n'a jamais manqué l'occasion de consulter les ouvrages rédigés par les grands auteurs comme Poisson, Poincaré et même Appel. Un an plus tard, il commença à s'intéresser à des théories nouvelles liées à la relativité et à la physique atomique. Cela lui a permis d'acquérir de grandes notions de la relativité restreinte, du modèle d'hydrogène de Bohr et même de la théorie du corps noir. Entre autres, au cours de son parcours universitaire, Fermi a été le seul étudiant qui a été poussé par ses enseignants à donner des conférences durant lesquelles il expose à l'assistance et aux grands scientifiques les dernières découvertes qui ont été faites dans le secteur de la physique atomique. Au cours du mois de janvier de l'année 1902, il était en 4e année de son parcours à l'université et il publiait son premier article qui aborde le sujet de la relativité générale. Il est également connu comme l'un des rares membres d'une communauté hostile au travers d'Einstein et qui défend pourtant la théorie de la relativité que ce dernier a émis. Au cours du mois de juillet de la même année, Fermi devient enfin diplômé après avoir exposé un mémoire à propos de la diffraction des rayons X. Il poursuit ensuite ses études et finit par obtenir son doctorat d'état à l'âge de 23 ans et demi, en mars 1925. Il collabore par la suite avec plusieurs physiciens de haut rang de l'époque dans la région italienne. Cela lui offre la possibilité de devenir durant 2 années l'un des plus grands conférenciers de l'université de Florence. Il devient un professeur de physique théorique en 1926 à l'université La Sapienza basée à Rome. C'est justement à ce moment qu'il a développé la théorie statistique quantique qui a pris plus tard le nom de titre de la statistique de Fermi-Dirac. En 1929, Fermi a été l'un des 3 hommes désignés par décret de l'Académie d'Italie qui avait été créé 3 ans plus tôt par Mussolini. Dès 1932, il se concentre beaucoup plus sur la physique nucléaire et rédige au cours de la même période un article à propos de la radioactivité bêta. Il développa par la suite sa théorie à propos de l'émission du rayonnement bêta, prenant en compte le neutron postulé par Wolfgang Pauli en 1930. Vu que la nomination neutron
neutron était déjà utilisé pour désigner notre particule, Fermi le rebaptise neutrino et s'oriente vers la conception d'isotopes radioactifs artificiels à travers le bombardement de neutrons lents. Le 2 janvier 1939, il fut contraint d'émigrer aux États-Unis avec toute sa famille et y devint un enseignant à l'université de Columbia. En effet, sa femme Laura était une juive, ce qui fit qu'il était touché par le décret royal en date du 5 septembre 1938 et qui fixe les mesures de défense de la race des écoles fascistes. Après l'université Columbia, son collègue Leo Szilard et lui ont ensuite travaillé à l'université de Chicago sur l'élaboration d'une pile atomique qui est devenue le premier réacteur nucléaire. Au début du mois de décembre 1942, il parvient à émettre avec succès première réaction en chaîne contrôlée de fission. Il travaille par la suite au sein du projet Manhattan dans le laboratoire national de Los Alamos jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale prenne fin. En 1945, il est fait citoyen américain en récompense des nombreux efforts qu'il a consentis à la mise en place de la bombe atomique. Il accepte un an plus tard le poste de professeur à l'Institute for Nuclear Studies, qui prit plus tard le nom de l'Institut Enrico Fermi, créé par l'université de Chicago. Toujours en son honneur, le prix Enrico Fermi sera mis en place, prix qui est décerné à partir de 1954 aux travaux ou avancées exceptionnelles dans le secteur énergétique. Enfin, il passe la fin de sa vie à Chicago où il meurt à 53 ans après avoir succombé à ce cancer d'estomac le 28 novembre 1954. Le paradoxe de Fermi. Pourquoi aucune civilisation extraterrestre n'entre pas encore en contact avec les hommes malgré le fait que notre galaxie compte à elle seule des centaines de milliards de planètes? Surnommé le paradoxe de Fermi, il s'agit là de l'une des questions les plus sérieuses abordées par les scientifiques. Au cours des années 1950, le grand physicien et prix Nobel Enrico Fermi a lancé une discussion sur un paradoxe qui deviendra très sérieux au fil des années. Alors qu'il y a près de 200 milliards d'étoiles au sein de notre galaxie et que, comme nous le savons déjà, il y a également plusieurs autres centaines de milliards de corps qui orbitent autour d'elle, comment se fait-il que nous n'ayons pas encore reçu jusqu'à présent la visite d'une ou plusieurs autres civilisations extraterrestres? En effet, émettons l'hypothèse que la vie parvienne à naître sur une fraction même très minime de ces milliards de planètes. Considérons par la suite les dimensions de notre galaxie qui ne font que quelques dizaines de milliers d'années-lumière. S'il y avait une civilisation comme la nôtre, qui dispose de moyens techniques leur permettant d'avoisiner la vitesse de la lumière, il ne faudra pas plus d'1 million d'années pour visiter une large portion de toute la galaxie. Or, 1 million, c'est environ le 10 millième de l'âge actuel de notre galaxie. La Voie lactée est aujourd'hui âgée de 13 milliards d'années. L'univers en a 14 milliards. La probabilité est très élevée que notre planète ait été aperçue par des centaines d'espèces extraterrestres qui, nous pouvons le voir, sont absents à ce jour. Toutefois, il y a un point sur lequel Fermi semble avoir peu discuté. Il s'agit en fait du temps dont nous disposons avant l'épuisement de nos ressources, aussi bien à l'échelle de la planète Terre que de tout l'univers observable en général. Si on se fonde sur l'hypothèse apparemment raisonnable qui suggère que la consommation, l'utilisation de nos ressources s'accroissent de 2% tous les ans, il devient évident qu'il ne nous faudra que quelques centaines d'années pour atteindre leur épuisement total. Toutefois, il faut bien souligner que telle affirmation est faite avec une large marge d'incertitude. Cette durée estimée pourrait donc se prolonger ou se réduire encore beaucoup plus. Si on considérait uniquement l'univers observable en entier, on se rend curieusement compte que la durée est beaucoup plus précise, fluctuant entre 5000 et 6000 ans. Lorsqu'un système planétaire, peu importe sa nature, subit une croissance de consommation de 2% par an, il est tout à fait normal qu'il se grille après quelques millénaires. Il s'agit là d'un temps très faible et qui a tendance à soulever également un paradoxe. Lorsqu'on considère un rayon de 10 milliards d'années-lumière, les scientifiques estiment que les ressources seront épuisées au fil de quelques milliards d'années, sauf s'il y avait un très grand nombre d'expansionnistes. Ou encore, il faudra aller plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est apparemment impossible d'après la théorie d'Einstein. Gabriel Chardin est un physicien et selon lui, les extraterrestres ne sont pas encore là parce que la vie est un accélérateur d'instabilité. Selon lui, il s'agit de la meilleure réponse qu'il est possible de donner au paradoxe de Fermi. Bien qu'elle donne l'impression d'être perpétuellement stable, la vie constitue une sorte d'accélérateur perpétuellement responsable d'une extrême instabilité. Ainsi, en l'absence d'une stratégie très rigoureuse bien précise, il est évident qu'à l'image de fourmis qui vivent sur tas de salpêtre, nous serions déjà grillés le jour où les allumettes seront découvertes sans que le voyage interstellaire ne soit encore une réalité. En effet, si on effectue une analyse approfondie de notre histoire de même que les violences répétitives et permanentes, nous nous rendrons compte que l'instabilité occasionnée par la vie elle-même est l'explication qui justifie au mieux le paradoxe de Fermi. Cette instabilité est surtout perçue lorsqu'on observe la lucidité, l'avidité dont nous faisons preuve en utilisant sans aucune limite ressources naturelles, bien que la majeure partie d'elles soit déjà en voie de disparition. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans toute cette histoire. Contrairement à ce qui est affirmé à travers de nombreuses théories, notre planète n'a pas encore été grillée ni épuisé les ressources mises à disposition. Il se pose là la question de savoir s'il est toujours possible que nous réagissions et tentions de développer tout au moins au sein de ces grands principes une stratégie qui permettra de suivre progressivement l'expansion des connaissances qui voient le jour depuis quelques dizaines d'années. En effet, il y a des données particulièrement frappantes de notre société qui sont de nets résultats du changement des conditions de vie grâce
grâce aux énormes avancées de la technologie. 6% des êtres humains qui peuplent la Terre étaient déjà en vie au cours des années 2000. Il s'agit d'une proportion très énorme et 90% des scientifiques de toute l'humanité étaient toujours vivants à cette date. Chardin défend donc l'idée selon laquelle il est indispensable qu'au cours de dizaines d'années, nous jetions un regard vers l'avenir. Il faudra donc poursuivre avec acharnement le développement technologique comme nous le faisons déjà d'ailleurs. L'ensemble des pays du monde, en particulier ceux développés, devront faire usage de leur grande structure de recherche afin de mettre toute la chance de notre côté. Toujours dans le but de faire face aux défis du futur, ils devront s'orienter vers le développement d'activités de recherche déjà existantes. Même si cela semble difficile, voire même improbable, il est également important de définir une stratégie qui permet aux hommes de poursuivre le développement technologique tout en étant plus respectueux des lois de l'environnement et de la nature. C'est une condition essentielle, déterminera plus tard si nous aurons toujours la possibilité d'explorer d'autres systèmes planétaires et mettre fin par la même occasion au paradoxe de Fermi. Il pense que le défi est certes énorme, mais que nous ne l'avons pas encore perdu. Que pense Neil deGrasse Tyson à propos du paradoxe de Fermi? Neil deGrasse Tyson est un astrophysicien américain internationalement reconnu comme le présentateur de la série Cosmos qui a été diffusée sur Netflix. C'est également un intervenant influent sur Reddit dans la rubrique scientifique Ask Me Anything. Il s'agit d'une section qui est dédiée aux questions-réponses avec des intervenants de haut calibre. Il faut donc disposer d'une certaine connaissance avant de prétendre vouloir répondre aux questions aussi bien banales que compliquées qui sont posées. De façon plus précise, Neil deGrasse Tyson est le directeur du planétarium Hayden, l'American Museum of Natural History basé à New York. En Amérique, il est l'un des scientifiques les plus en vue et est perçu par de nombreuses personnes comme l'héritier de Carl Sagan, un scientifique qu'il vénère beaucoup. Sa popularité est telle, il y a même un astéroïde du nom de 13123 Tyson. Lors d'un forum de discussion scientifique, il était un invité important et sa présence a attiré des milliers d'internautes spectateurs qui n'arrêtaient pas de lui poser diverses questions. Comme cela était généralement le cas lorsqu'on aborde les questions liées à l'univers, l'un des intervenants a abordé le sujet des extraterrestres. Il voulait en effet savoir s'il est possible que nous entrions en contact avec ces derniers d'ici les 50 prochaines années. La question est pertinente et de nombreuses personnes n'arrêtent pas également de se la poser. Mais malheureusement pour eux, la réponse du scientifique est négative. Ils pensent en effet qu'aussi bien dans l'espace que temps, nous sommes très loin les uns des autres. Pour entrer en contact avec des espèces complexes et d'autres formes de vie, il faudrait que nous soyons avant tout capables de nous déplacer sur des distances interstellaires. Même si cela n'est pas possible, deGrasse pense qu'il ne pourra pas se faire en 50 ans si on se base sur la vitesse actuelle des progrès scientifiques. Il revient suite à cela sur le paradoxe de Fermi qui suggère que la vie extraterrestre plus intelligente et évoluée serait déjà existante sur des millions d'autres planètes. Comme annoncé tôt, Fermi pense que nous devrions normalement recevoir l'écho d'au moins une seule civilisation extraterrestre, ce qui n'est toujours pas le cas jusqu'à présent. La question qui se dégage naturellement est de savoir pourquoi donc. De récentes recherches menées en 2016 à l'université d'Australie ont émis l'hypothèse selon laquelle aucune trace de vie extraterrestre n'a encore été trouvée parce que ces dernières sont tout simplement mortes ou déjà disparues. Brian Cox, notre physicien, pense qu'il n'est pas possible que nous entrions en communication avec une autre civilisation si rapidement, puisqu'elle se serait déjà autodétruite. Il suppose en effet que les civilisations extraterrestres sont plus avancées que la nôtre, qu'elles auraient tendance à s'autodétruire à chaque fois à cause d'un mauvais contrôle et gestion de leur science. D'autres vont dans le même sens que Neil deGrasse, en mettant en exergue la distance qui nous sépare des potentiels autres mondes dans le cas où ils existeraient. Ils estiment en effet qu'avec les moyens dont nous disposons actuellement, 1500 années sont nécessaires avant que notre civilisation reçoive un signal émis et nous réponde. D'autres scientifiques également pensent que si les extraterrestres existent réellement, ils évitent définitivement d'aller à l'encontre d'autres mondes comme le nôtre. Il y a également un point important qui a été souligné par Stephen Hawking qui suppose qu'une rencontre avec une civilisation extraterrestre serait à coup sûr fatale pour notre espèce. Une culture dominante, une technologie supérieure et destructive, de nouvelles maladies et virus, voilà autant de points face auxquels nous ne ferons sûrement pas le poids. On devrait donc peut-être arrêter de nous acharner sur le monde extérieur et prendre soin de celui dont nous disposons déjà. Nous ignorons si une rencontre avec les extraterrestres sera vraiment bénéfique pour nous. En attendant que la science nous donne plus de précision sur le sujet, dites-nous ce que vous en pensez. Avez-vous d'autres réponses à donner concernant le paradoxe de Fermi? Enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager autour de vous. Merci beaucoup et à très bientôt sur Agora.